Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir pour parler d'une notion pour le moins audacieuse. Je me suis dit quand même, ces jeunes, quels qu'ils soient audacieux, aller chercher un médecin urgentiste pour parler du carpe diem, prendre le temps de vivre le moment présent, alors que dans notre métier, on serait tenté de penser qu'il faut aller vite, qu'il y a des gestes qui sont urgents. Eh bien, ils avaient tout à fait raison. Car même si les gestes sont urgents, même s'il faut aller vite, on est une équipe avec soi. Seul, on ne réussit rien. Seul, on va peut-être plus vite, mais on va moins loin. La vie me l'a appris. Et puis, finalement, il y a cette équipe. Et cette équipe, si on est maladroit avec, on n'ira pas loin. On va se rendre compte que si on prend le temps de vivre le moment présent, on va être capable de diminuer les émotions négatives. Être perçu comme juste, bien sûr, mais surtout, dans mon cas, je suis certainement un peu maladroit, parfois verbalement, reconnaître ses maladresses. Tous les jours, pratiquement, j'interviens dans des entreprises. Et je dis à des managers, soyez vigilants, soyez attentionnés vis-à-vis de vos collaborateurs. Puis un jour où j'avais été un peu maladroit avec un de mes collaborateurs le vendredi matin, le vendredi après-midi, quand il me croise, il me dit « Ah, c'est bien d'écrire des bouquins, mais il y a des jours, tu pourrais en lire certaines pages. » Il avait raison. Il avait raison, et longtemps, je ne savais pas comment faire. Et puis, un jour, je me suis dit « Il faut trouver une solution. » Je pense toujours à la même image, toujours à la même histoire. Une image que vous avez vue sur les écrans de télévision, mesdames et messieurs, le 8 juin 1972, où on voyait une petite fille courir nue sur une route au Vietnam, après un bombardement au napalm. Kim Phuc avait 9 ans. Elle dit « Je courais parce que j'avais l'impression d'avoir le feu à l'intérieur de moi. » Elle se repérait à 18 reprises de greffe de peau. Elle est opérée au niveau de son cartilage. Elle devient diabétique. Elle devient migraineuse de manière quasi quotidienne. En 1996, elle est invitée à intervenir lors de l'Assemblée générale des anciens combattants de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Et lorsqu'elle prend la parole, Kim Phuc dit « Si l'homme qui a lâché la bombe était dans la salle, je lui dirais « Monsieur, il faut qu'ensemble, on bâtisse un monde de paix. » Il y a un homme dans la salle qui fait passer un message au service de sécurité. On le met en relation avec Kim Phuc. Lorsqu'il est devant Kim Phuc, John Plummer est en pleurs. Il lui dit « C'est moi qui ai lâché la bombe. Est-ce que vous êtes en mesure de me pardonner ?» Kim Phuc le prend dans ses bras et dit « Oui, c'est le passé. En revanche, aidez-moi à bâtir un monde de paix. » Quand je repense à cette histoire, je suis capable d'aller voir un collaborateur et de lui dire « Sur ce coup, je n'ai pas été bon. » Quand je prenais des gardes au SAMU, j'étais capable d'aller voir un collaborateur et de lui dire « J'étais maladroit. » Et si on est en mesure de reconnaître ces maladresses, eh bien, on va effondrer les émotions négatives. Et on verra dans un instant l'intérêt d'effondrer les émotions négatives. À côté de cela, il faut que l'on soit capable, aussi en prenant le temps de vivre le moment présent, d'augmenter les émotions positives. J'aurais pu parler de l'autonomie pour augmenter les émotions positives. J'aurais pu parler de la gratitude, mais je préfère parler de quelque chose de très très simple, des encouragements. Vous savez, quand on a un collègue qui est en difficulté, soit on lui dit franchement, tu t'en sors pas bien, c'est une catastrophe, hein. Soit on va l'aider à franchir la difficulté, on va l'encourager. Une étude menée au Canada a montré que si on encourage nos collaborateurs, on est en mesure de diminuer le niveau de stress de 32% si c'est un homme, de 44% si c'est une femme. Le chef d'entreprise me disait, j'ai compris, il ne faut encourager que les femmes. Non, c'est simple. C'est simplement plus rentable, mais encourager tout le monde. Eh bien, effectivement, si on encourage les collaborateurs, on va diminuer le niveau de stress de façon significative, mais on ne va pas se contenter de cela. Comme tout retour positif, on va augmenter le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire la conscience que dans un domaine bien précis, on est bon. La confiance en soi, c'est global. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est dans un domaine bien précis. Si vous encouragez vos enfants, si vous encouragez vos collaborateurs, vous augmenterez leur sentiment d'efficacité personnelle. Et quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on a plusieurs avantages. On va augmenter la persévérance. On aura des collaborateurs, des jeunes, qui vont persévérer et qui réussiront mieux.
Si on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on s'est rendu compte depuis à peu près 2 ans qu'on va augmenter la confiance en soi, mais surtout qu'on va augmenter l'optimisme. Dans notre pays, vous pouvez encourager sans problème, vous ne risquez pas en termes d'optimisme de toucher à un seuil. Vous vous souvenez tous des résultats d'une récente enquête à l'échelle internationale sur 51 pays testés, dont l'Afghanistan, l'Irak ou des pays où la vie est facile tous les jours. La France arrive en dernière position. Et c'est vrai que quand on y réfléchit quelques secondes dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que l'on est pessimiste? Je me souviens un jour être allé intervenir dans une grande entreprise. J'avais passé une journée exceptionnelle avec des managers qui avaient une vraie dimension humaine. Et puis, le soir à 19h, pour regagner l'aéroport, je prends un chauffeur de taxi. C'était au mois de mars 2013, la seule vraie belle journée de mars 2013. Et soucieux de dire un mot sympathique à ce chauffeur de taxi sans dépenser trop d'énergie, je lui dis « Ah, on a de la chance, il a fait un temps magnifique ». Et là, quelques mètres plus loin, il s'arrête au feu tricolore. Il se retourne, j'ai bien vu que le message était important. Il me dit « Oui, mais il a fait trop chaud. Et vous allez voir, on va le payer ». Qu'est-ce qu'on est pessimiste? Alain avait raison. Lorsqu'il disait mieux que moi, sans anecdote, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Oui, on a toutes, tous un effort d'optimisme à faire. Mais l'optimisme qui nous intéresse d'aller chercher, ce n'est pas un optimisme béat qui consisterait à dire que tout va bien dans la pire des situations. C'est un optimisme d'action, un optimisme compagnon de l'effort. Cet optimisme-là, pour le définir, vous me permettrez d'aller chercher une dame qui a beaucoup compté pendant 10 années de ma vie. Une femme tout à fait atypique, qui ne voyait plus clair depuis une quinzaine d'années, quand elle avait 95 ans, et qui continuait à écrire des livres. Elle était passionnée par l'Athènes ancienne, par la Grèce antique. Elle était à l'Académie française, c'était Jacqueline de Romilly. Je vais voir un jour Jacqueline de Romilly pour lui poser une question sur la notion d'engagement dans la Grèce antique. Et on deviendra amis. On se téléphonera tous les soirs de 21h à 21h30 pendant des années. Et puis, comme elle ne voyait pas clair, le week-end, c'était sa femme de ménage qui lui préparait ses repas. Et un dimanche soir, elle me téléphone et me dit « Oh, mon petit docteur, il m'en est arrivé une aujourd'hui. J'ai mis ça au four avec du gruyère et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé de la compote avec du gruyère. » Elle me dit « Ce n'était pas bon, mais si j'avais vu clair, jamais j'aurais pu savoir le goût que ça avait. » C'était quelqu'un d'un optimisme remarquable. Je me souviens un soir l'avoir accompagnée. Elle participait à 93 ans à une émission de télévision à 22 heures. C'est vrai, à 93 ans, il n'y a quand même pas d'interdit à se mettre pour participer à des émissions de télévision un peu tardives. En arrivant dans le hall de la maison en question, elle bute dans un tapis, fait une chute, la canne blanche d'un côté, le sac à main de l'autre. Elle se relève très vite, elle dit « Vous voyez, ça commence bien. À mon âge, j'ai encore les os solides. » Eh bien, cet optimisme d'action, cet optimisme compagnon de l'effort, elle l'a fort bien résumé un jour. Lorsque je la vois, je lui dis « Mais comment faites-vous pour être toujours aussi optimiste ?» Elle me dit « Vous savez, quand c'est dur, quand c'est difficile, quand on ne voit pas clair, qu'on est très âgé, qu'on entend très mal, c'est difficile, c'est dur tous les jours. Eh bien, l'optimisme, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. » C'est ça, certainement, ce que nous permettent ces petits moments du temps présent quand on sait les utiliser. Parce que n'oubliez pas qu'autour de nous, pour avancer, on est une équipe. Et si on augmente ces émotions positives, si on diminue les émotions négatives, eh bien, on va voir qu'on a de grands intérêts. Si on augmente les émotions positives et qu'on diminue les émotions négatives, on va favoriser la sécrétion dans notre organisme, que l'on soit une femme ou un homme, d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est une hormone qui a des effets extrêmement intéressants. D'un côté,
elle va diminuer le niveau de stress, elle effondre le cortisol, une hormone du stress dans le sang. De l'autre, elle augmente la générosité, elle augmente l'empathie, elle favorise la cohésion. Et puis enfin, on s'est rendu compte qu'elle va améliorer nos capacités à penser la complexité. Soit dit en passant, c'est la seule hormone qui est capable à la fois de diminuer notre niveau de stress et d'augmenter nos capacités intellectuelles. On a donc en nous, grâce à nos comportements, des moyens extrêmement intéressants. On peut obtenir de grands effets chez les personnes qui nous entourent, simplement grâce à nos comportements. Quand on augmente les émotions positives et qu'on diminue les émotions négatives, on va favoriser la sécrétion d'endorphines, nos morphines naturelles. Là, vous êtes en train de tous reconnaître, sinon c'est vraiment que je l'ai mal dessiné, un neurone à dopamine, c'est celui-ci, hein, ça échappe à personne, avec son neurone inhibiteur. Je suis désolé, c'est un tout petit peu compliqué, mais vous allez voir à quel point l'espèce humaine est bien faite. En temps normal, on ne sécrète pas de dopamine, d'hormone du plaisir. Sinon, vous imaginez, si on en sécrétait en permanence, ça serait impossible. Parce que le neurone inhibiteur bloque la sécrétion. Quand on sécrète des endorphines, on vient stimuler le neurone inhibiteur, on le bloque, il n'inhibe plus, et on va sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et le plaisir, c'est le meilleur moyen de diminuer notre niveau de stress. 2 récentes études américaines nous ont montré que si on sait que l'on va avoir une source de plaisir dans 72 heures, et la source de plaisir, ce n'est pas un N+1, ce n'est pas un collègue qui vous a dit franchement bravo pour ce que tu as fait, c'est exactement ce que j'attendais de toi, merci. Non, c'est aller voir un film à caractère humoristique dans 3 jours. C'est quand même pas un plaisir colossal. Eh bien, ce tout petit plaisir, qui en plus n'est pas immédiat, va suffire pour faire baisser le taux de cortisol dans le sang de 40%, le cortisol étant une hormone du stress. Ce tout petit plaisir va suffire pour faire baisser le taux d'adrénaline, une hormone du stress que vous connaissez tous, de 70%. Mais comme la nature humaine est bien faite, ce tout petit plaisir va suffire à faire sécréter de l'hormone de croissance qui va venir réparer les lésions provoquées par le stress au niveau de notre immunité. Grâce à vos comportements, mesdames et messieurs, vous êtes en mesure de diminuer les effets du stress des personnes qui sont autour de vous. Vous êtes en mesure de renforcer la cohésion, de les rendre plus créatives et en même temps de réparer d'éventuelles lésions qui auraient été provoquées par le stress. Avouez que finalement, notre jeunesse audacieuse, quand elle dit qu'il faut s'intéresser au carpe diem, elle a raison. Il faut que l'on prenne le temps de vivre les moments présents. Si on est en mesure de prendre le temps de vivre les moments présents, on fera certainement émerger quelque chose de merveilleux. On fera émerger une nouvelle forme de contagion. C'est certainement la contagion de la bienveillance, mais non pas une bienveillance passive, une bienveillance active qui va rimer avec l'exigence et qui vous permettra, mesdames et messieurs, d'aller chercher de l'excellence. Je vous remercie.